Les lustres de Westbrook Hall jetaient une lumière incertaine sur les invités rassemblés le soir du 12 avril 1818, leurs flammes de bougies vacillantes, alors qu'un orage de printemps se préparait au-delà des hautes fenêtres. Et Eleanor Pembroke se tenait à la périphérie de l'assemblée de charité, dans une robe couleur lavande passée, ni tout à fait de deuil, ni tout à fait à la mode, tout comme elle à l'âge de 29 ans. Elle n'était venue que parce que sa sœur Margaret avait insisté avec de si jolis plaidoyers qu'un refus aurait semblé grossier, bien qu'Eleanor se sût un ornement dont aucune salle de bal n'avait besoin. Trop mince là où la mode exigeait des courbes, trop pâle là où un teint rosé était prisé, ses cheveux d'un brun indéterminé qui n'attrapaient aucune lumière, ses traits composés de parties adéquates, qui d'une manière ou d'une autre ne parvenaient pas à charmer une fois agencés sur son visage. Elle avait fait la paix avec l'invisibilité au cours des longues années de son célibat de vieille fille, avait appris à se mouvoir dans la société comme un fantôme bienveillante, assez présente pour satisfaire aux convenances, mais n'attendant rien qui soit digne d'être remarqué. Rien d'important. L'assemblée bourdonnait de conversations et des échos lointains des musiciens accordant leurs instruments, et Eleanor s'occupait à étudier les moulures architecturales le long du plafond, une habitude née du fait de n'avoir nulle part ailleurs où diriger son regard, lorsqu'elle prit conscience que son propre nom était prononcé dans le groupe de messieurs, près de la table des rafraîchissements. Lord Christopher Thornhill se tenait parmi eux, sa haute silhouette élégante dans une tenue de soirée noire, ses cheveux sombres argentés aux tempes d'une manière qui, curieusement, rehaussait plutôt qu'elle ne diminuait sa beauté, et son expression était celle d'un amusement distant, alors qu'un autre gentleman faisait un geste dans la direction d'Eleanor. Elle aurait dû s'éloigner, aurait dû leur accorder leur intimité, mais une sorte de paralysie la retint immobile alors que la voix de Lord Thornhill traversait l'espace qui se réduisait entre eux, clair, mesuré et totalement dépourvu de chaleur. S'il pouvait s'intéresser à Miss Pembroke, quelqu'un avait demandé, et sa réponse tomba sur Eleanor comme une pluie froide à travers de la soie pourrie. Il ne pourrait jamais, disait-il, aimer quelqu'un d'aussi banal, d'aussi totalement quelconque, d'aussi entièrement dépourvu des qualités qui pourraient recommander une femme à un homme de bon sens et de position. Ces mots étaient délibérés, chacun choisi et placé avec précision, et Eleanor les sentit se loger sous ses côtes, alors même qu'elle maintenait l'expression composée que des années de rejet lui avaient appris à porter. Ce qui la surprit, ce qu'elle ne pouvait concilier même alors que l'humiliation se propageait dans sa poitrine, c'était l'expression sur son visage pendant qu'il parlait, une crispation autour de ses yeux qui ressemblait presque à de la douleur, une tension dans sa mâchoire qui contredisait la cruauté désinvolte de ses paroles. À travers la fenêtre derrière lui, elle pouvait voir son carrosse qui attendait dans la cour en contrebas, en bois laqué noir portant le blason des Thornhill en or, et alors que les premières gouttes de pluie commençaient à frapper la vitre, Eleanor comprit avec une clarté parfaite qu'elle avait été sotte de venir ce soir, sotte d'imaginer ne serait-ce qu'un instant que sa présence, où que ce soit, pût importer à quiconque. Prenez un instant pour vous abonner à notre chaîne et laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et quelle heure il est ça. C'est toujours fascinant de voir jusqu'où voyagent ces histoires à travers le monde. Merci. Eleanor resta à sa place près du mur pendant une demi-heure après que les paroles de Lord Thornhill eurent atteint leur but, ses mains jointes devant elle avec un calme qui lui coûtait plus que quiconque observante aurait pu le deviner. Et elle se dit qu'elle avait enduré de pires rejets au fil des ans, bien qu'elle ne pût à cet instant se souvenir ni où ni quand. La pluie s'intensifia au-delà des fenêtres, les gouttes frappant la vitre avec une violence croissante comme si la nature elle-même protestait contre la cruauté qui s'était déroulée à l'intérieur, et Eleanor prit progressivement conscience que Margaret s'était détachée d'un groupe de jeunes femmes mariées et se dirigeait vers elle, l'inquiétude clairement inscrite sur ses jolies tresses. Sa sœur portait de la soie rose qui complétait sa silhouette à la mode,
et donnait de la couleur à ses joues, tout ce que la robe lavande d'Eleanor ne parvenait pas à accomplir. Et la main de Margaret sur son bras fut douce, alors qu'elle se penchait pour murmurer qu'Eleanor ne semblait pas bien, qu'elle devrait peut-être partir plus tôt. Cette gentillesse faillit la faire craquer, faillit briser le masque soigneusement porté, mais Éléonore parvint à hocher la tête et à murmurer quelque chose à propos d'un mal de tête, du temps changeant, de n'importe quoi sauf la vérité qui brûlait comme de l'acide dans sa poitrine. Alors qu'elle se dirigeait vers le vestibule, Eleanor entendit les chuchotements qui les suivaient, comme la traîne d'une robe, des voix qui se croyaient discrètes, mais qui parvenaient parfaitement à ses oreilles. Le rire distinctif de Lady Harriet Sinclair retentit près de la table des rafraîchissements, et Eleanor capta des fragments de ragots ravis sur la déclaration de Lord Thornhill, sur la situation malheureuse de la pauvre Miss Pembroke, sur le fait que tout l'échange avait été observé par au moins une douzaine d'invités, qui s'assureraient que l'histoire circulerait dans tous les salons de Londres avant la fin de la semaine. Eleanor se força à marcher d'un pas assuré, à garder le menton haut et son expression sereine, à ne rien leur donner de plus à commenter que ce qu'ils possédaient déjà, bien que sa robe lavande lui semblât soudain être une bannière de défaite, affichant son état intermédiaire à tous ceux qu'elle croisait. Margaret demanda leur manteau avec une urgence inhabituelle, et tandis qu'elles attendaient dans le vestibule, Eleanor jeta un regard en arrière par l'embrasure de la porte vers la salle de bal, et vit Lord Thornhill, maintenant à l'écart de ses compagnons, ses yeux sombres fixés sur elle, avec une intensité qui semblait totalement en contradiction avec le rejet désinvolte qu'il avait prononcé. Sa mâchoire était crispée, ses épaules rigides sous son élégant habit de soirée, et pendant un instant, leurs regards se croisèrent à travers l'espace bondé avec une telle force qu'Eleanor en oublia de respirer. Puis, Lady Harriet se plaça délibérément dans son champ de vision, sa robe bleue pas enchatoyante alors qu'elle lui touchait le bras, avec une familiarité possessive, et la connexion fut rompue lorsque Christopher se tourna vers la dame de la haute société, avec ce qui semblait être de la résignation. Eleanor accepta son manteau du domestique, laissa Margaret la guider sur les marches dans la nuit balayée par la pluie, et essaya de ne pas se demander pourquoi un homme qui la trouvait si totalement quelconque l'avait regardée à l'instant comme si elle était la seule personne dans la pièce, ni pourquoi son carrosse laqué noir avec son blason doré des Thornhill restait dans la cour longtemps après leur départ, visible à travers la pluie comme une sombre sentinelle veillant sur quelque chose qu'il avait prétendu ne pas vouloir. Le carrosse de louage se déplaçait dans les rues de Londres luisantes de pluie, et Eleanor était assise à côté de Margaret en silence, alors que les lumières de la ville se brouillaient à travers l'eau qui coulait sur les vitres, chaque lampadaire passant étant une traînée d'or contre l'obscurité qui semblait s'être infiltrée dans sa poitrine pour y prendre une résidence permanente. Margaret tenta par 2 fois d'engager la conversation, des questions douces pour savoir si Eleanor souhaitait discuter de ce qui s'était passé, mais les questions moururent face au calme prudent d'Eleanor. Et finalement, sa sœur prit simplement sa main et la tint, une petite chaleur contre le froid qui n'avait rien à voir avec l'orage de printemps. Elles arrivèrent à la maison de ville d'Eleanor près de minuit, le modeste bâtiment niché dans une rue respectable bien que peu à la mode, où des veuves et des vieilles filles aux moyens réduits maintenaient leur dignité dans des maisons étroites à la peinture écaillée et avec des domestiques qu'elles pouvaient à peine se permettre de garder. Margaret insista pour l'accompagner à l'intérieur, malgré l'heure tardive, et Sarah les accueillit dans le vestibule avec une robe de chambre par-dessus ses vêtements de nuit, et l'inquiétude inscrite sur ses traits ordinaires, alors qu'elle observait le visage pâle d'Eleanor et le vide prudent de son expression. Eleanor assura à la fois à sa sœur et à sa femme de chambre qu'elle allait parfaitement bien, simplement fatiguée, simplement affectée par le temps, et elle monta les escaliers étroits jusqu'à sa chambre avec des jambes qui semblaient appartenir à quelqu'un d'autre.
Sarah la suivit pour l'aider à se déshabiller, ses doigts agiles s'occupant des boutons de la robe lavande qu'Eleanor méprisait maintenant avec une intensité qui la surprit, chaque attache la libérant d'un tissu devenu un linceul d'humiliation. Sa femme de chambre ne dit rien en suspendant la robe dans l'armoire et en aidant Eleanor à enfiler sa chemise de nuit, mais ses mouvements étaient doux, protecteurs, et lorsqu'elle brossa les cheveux bruns quelconques d'Eleanor, son contact fut assez tendre pour qu'Eleanor doive fermer les yeux contre la piqûre des larmes qu'elle refusait de verser. Sarah partit avec une bonne nuit chuchotée et l'instruction qu'Eleanor devait sonner si elle avait besoin de quoi que ce soit, puis Eleanor fut seule dans la petite chambre qui donnait sur la rue, seule avec le bruit de la pluie contre la vitre et la douleur creuse des mots qui se répétaient dans son esprit au rythme d'une marche funèbre. Banal, avait-il dit, quelconque, entièrement dépourvu des qualités qui pourraient la recommander. Elle se dirigea vers la fenêtre et écarta le rideau, ayant besoin de voir quelque chose au-delà des confins de son humiliation. Et là, en bas dans la rue, se tenait un carrosse laqué noir portant un blason doré qu'elle reconnut même à travers la pluie et l'obscurité. Ses lanternes encore allumées comme des yeux vigilants, ses chevaux attendant patiemment sous l'averse, et à l'intérieur elle pouvait tout juste distinguer l'ombre d'une silhouette assise immobile, comme si elle veillait sur quelque chose de précieux plutôt que sur quelque chose qu'il avait qualifié de sans valeur quelques heures auparavant. Eleanor se réveilla à la lumière grise de l'aube filtrante à travers ses rideaux, après une nuit passée à regarder les ombres bouger sur son plafond, tandis que la pluie battait son rythme incessant contre la vitre, et sa première pensée cohérente fut qu'elle avait dû imaginer le carrosse en bas, car assurément personne ne resterait posté par un tel temps, pendant toutes les heures sombres, simplement pour tourmenter quelqu'un qu'il avait publiquement qualifié de quelconque. Elle se leva malgré l'épuisement qui alourdissait ses membres comme du fer, s'enveloppa dans sa robe de chambre contre le froid matinal et se dirigea vers la fenêtre avec les pas prudents de quelqu'un approchant le lieu d'un accident, redoutant à moitié et ayant à moitié besoin de voir ce qui restait de l'humiliation de la nuit dernière. Le carrosse se tenait exactement là où elle l'avait vu pour la dernière fois, sa laque noire brillant sous la pluie à la première lumière, le blason des Thornhill captant le peu d'illumination que le ciel couvert offrait, et les chevaux avaient été changés à un moment donné pendant la nuit, ce qui signifiait que quelqu'un avait amené des animaux frais et emmené les fatigués, ce qui signifiait que ce n'était ni un abandon, ni une coïncidence, mais une présence délibérée et continue. Eleanor pressa sa main contre la vitre froide et essaya de donner un sens à une situation qui défiait toute sa compréhension du comportement humain, car pourquoi un homme qui la trouvait entièrement dépourvu de qualités recommandables se posterait-il devant sa maison comme une sentinelle gardant un trésor qu'il avait déclaré sans valeur? Elle s'habilla de sa simple robe de chambre grise, avec l'aide de Sarah, le silence de la femme de chambre plus éloquent que des questions ne l'aurait été, et descendit au petit salon où un faible soleil luttait pour traverser des fenêtres qui donnaient également sur la rue et offraient un autre point de vue pour observer l'inexplicable vigile qui se poursuivait en bas. Madame Davis apporta du thé et des toasts qu'Eleanor ne pouvait imaginer manger, bien qu'elle fît le geste de porter la tasse à ses lèvres, parce que la routine était tout ce qui se tenait entre elle et une dissolution complète. Et elle venait juste de réussir à avaler une gorgée de thé refroidi quand Sarah annonça que ma Margaret Hartley était venue malgré l'heure matinale et l'inconvenance d'une visite avant 10 heures du matin. Margaret entra d'un pas vif, vêtue d'une robe de jour jaune à la mode qui la faisait ressembler à un rayon de soleil capturé. Toute chaleur dorée et vie vibrante, tout ce qu'Eleanor n'avait jamais été. Et le visage de sa sœur portait une expression qui mêlait l'inquiétude à quelque chose qui ressemblait étrangement à une excitation contenue alors qu'elle congédiait Sarah et fermait la porte pour assurer leur intimité.
Les ragots s'étaient répandus plus vite que Margaret ne l'avait prévu, expliqua-t-elle en s'asseyant à côté d'Eleanor sur le canapé usé. Et au moment où Margaret était rentrée chez elle la nuit dernière, son mari avait déjà entendu 3 récits distincts du rejet public de la pauvre Miss Pembroke par Lord Thornhill à l'Assemblée de Westbrook, chaque version plus élaborée que la précédente. Et Lady Harriet Sinclair avait apparemment passé toute la soirée à s'assurer que chaque personne d'importance sache exactement ce que sa seigneurie pensait des perspectives d'Eleanor. La main de Margaret trouva celle d'Eleanor et la serra avec une force qui les surprit toutes les deux, et elle révéla que la mère de Lady Beatrice Ashford avait été présente et avait semblé triomphante pendant toute la circulation des ragots, ce qui suggérait que toute la scène avait été orchestrée pour écarter Eleanor, même en tant que possibilité périphérique sur le marché du mariage. Non qu'Eleanor ait jamais été une prétendante sérieuse pour un homme si loin au-dessus de sa condition. Eleanor écouta la récitation de sa sœur avec le détachement curieux de quelqu'un entendant parler d'événements arrivés à une étrangère, et ce n'est que lorsque Margaret s'arrêta enfin pour reprendre son souffle qu'Eleanor fit un geste vers la fenêtre et demanda, d'une voix qu'elle reconnut à peine comme la sienne, si Margaret remarquait quelque chose d'inhabituel dans la rue. Le 14 avril arriva avec un temps si amélioré par rapport aux tempêtes des jours précédents qu'Eleanor pouvait presque croire que l'humidité grise avait été un rêve fiévreux plutôt qu'une réalité, et le soleil de l'après-midi filtrait à travers ses fenêtres avec une chaleur qui ressemblait à une fausse promesse, alors qu'elle se préparait à sortir pour les courses au marché qu'elle ne pouvait plus différer simplement parce qu'un mystérieux carrosse avait élu domicile devant sa maison comme un monument indésirable à son humiliation. Sarah l'accompagna avec le panier à provisions et une présence protectrice qu'Eleanor trouvait à la fois touchante et suffocante, et lorsqu'elles descendirent les marches du perron dans le clair après-midi de printemps, Eleanor garda son regard résolument fixé droit devant elle, plutôt que de laisser ses yeux dériver vers la présence laquée de noir qui avait hanté sa vision périphérique pendant 2 jours entiers. Elle portait sa robe de promenade bleu foncé, parce que c'était sa 2e meilleure et que la journée semblait exiger quelque chose de moins funèbre que le gris dans lequel elle s'était cachée la veille, et son chapeau offrait une couverture bénie pour son visage, alors qu'elle marchait le long de la rue étroite vers l'artère principale, où les marchands vendaient des légumes, du tissu et toutes les choses ordinaires qui composaient une vie vécue dans une respectable modestie. Elle devrait passer juste à côté du carrosse, réalisa Eleanor avec une sensation de naufrage dans son estomac, car il n'y avait pas d'autre itinéraire, à moins qu'elle ne souhaite faire un détour absurde par les écuries, et elle redressa sa colonne vertébrale avec la même détermination qui l'avait portée à travers 29 années à être quelconque, et commença à marcher d'un pas qu'elle voulait faire paraître assuré malgré le tremblement qui avait élu domicile dans ses genoux. Le carrosse se fit plus imposant à mesure qu'elles approchaient, son blason doré des Thornhill captant la lumière du soleil comme une accusation, et Eleanor était peut-être à 10 pieds de distance lorsque la portière s'ouvrit et que Lord Christopher Thornhill lui-même descendit dans la rue avec des mouvements qui suggéraient qu'il l'avait regardé approcher et avait calculé son apparition avec une précision qui semblait soit calculée, soit désespérée. Leurs yeux se rencontrèrent pendant peut-être 3 secondes, qui s'étirèrent en quelque chose d'infini. Et Eleanor vit ce qu'elle ne s'était pas autorisée à voir à l'Assemblée ou dans aucun de ses souvenirs fiévreux depuis, à savoir que son visage portait les marques d'insomnie qui correspondaient aux siennes, des ombres sous des yeux qui n'étaient pas froids du tout, mais brûlaient plutôt d'une intensité qui contredisait chaque mot qu'il avait prononcé sur ses qualités quelconques. Son expression contenait quelque chose qui ressemblait remarquablement à de l'angoisse, et sa main se leva comme s'il allait parler ou tendre la main vers elle ou combler d'une manière ou d'une autre la distance impossible entre ce qu'il avait dit et ce que sa présence continue devant sa maison pouvait signifier, mais Eleanor ne pouvait supporter les mots qui pourraient sortir de lèvres qui avaient déjà prononcé de si dévastatrices déclarations, et elle baissa le regard,
et passa rapidement avec Sarah, se dépêchant pour suivre le rythme, son cœur battant contre ses côtes avec une violence qui suggérait que quelque chose de plus complexe qu'une simple humiliation avait pris racine dans sa poitrine pendant les longues heures à observer sa vigile depuis sa fenêtre. Le 16 avril arriva avec une lumière matinale qui semblait trop joyeuse pour l'état d'esprit d'Eleanor, et elle était assise dans son petit salon avec du thé refroidissant dans sa tasse, tandis que ses yeux dérivaient constamment vers la fenêtre où le carrosse noir restait à sa position désormais habituelle, un élément aussi permanent que le lampadaire à côté et considérablement plus perturbant pour son équilibre fragile. Sarah annonça M. Thomas Langley avec une inflexion qui suggérait un soulagement à l'arrivée de quelqu'un de sensé et protecteur, et Eleanor se leva pour saluer l'ancien associé de son défunt père avec une chaleur sincère, car Thomas avait été l'une des rares constantes dans les années qui avaient suivi la mort de son père, laquelle avait réduit leur situation de confortable à simplement respectable. Thomas entra avec sa gentillesse timide caractéristique, ses cheveux grisonnants et ses manières douces le faisant paraître plus âgé que ses 45 ans, et il accepta le thé avec des mains qui semblaient inhabituellement agitées, alors qu'il s'installait dans le fauteuil en face d'Eleanor, et passait plusieurs minutes à discuter de sujets sans conséquence d'une manière qui suggérait qu'il prenait son courage à deux mains pour une conversation plus difficile. Eleanor attendit avec la patience qu'elle avait apprise au fil des années à être négligée. Et finalement, Thomas reposa sa tasse avec assez de force pour faire teinter la porcelaine contre la soucoupe et demanda avec une brusquerie inhabituelle si elle était au courant que Lord Christopher Thornhill s'était posté devant sa maison pendant 4 jours consécutifs. Le carrosse était visible par la fenêtre même à côté d'eux, souligna Eleanor avec un calme qu'elle ne ressentait pas. Donc oui, elle avait remarqué le phénomène bien qu'elle ne pût commencer à l'expliquer, et quelque chose dans son ton doux révélait plus de vulnérabilité qu'elle ne l'avait prévu, car l'expression de Thomas passa de l'inquiétude à quelque chose de plus proche de l'alarme. Il avait fait des recherches, expliqua Thomas avec une réticence évidente, car il se considérait responsable du bien-être d'Eleanor en l'absence de son père, et ce qu'il avait appris sur le caractère de Lord Thornhill n'était pas rassurant pour une femme dans la position d'Eleanor. Christopher Thornhill était connu dans tout Londres comme un homme de calcul froid, révéla Thomas, quelqu'un qui abordait chaque décision, y compris les perspectives matrimoniales, avec la précision stratégique d'une campagne militaire. Et il y avait des rumeurs selon lesquelles il avait courtisé et rejeté 3 jeunes femmes au cours des 2 dernières années, une fois qu'il avait déterminé qu'elles ne feraient pas suffisamment avancer sa position sociale. Thomas se pencha en avant, avec une sincérité qui serra la poitrine d'Eleanor d'appréhension, et il suggéra avec un malaise évident que la présence du carrosse devant sa maison pourrait ne pas indiquer de l'admiration ou de l'intérêt, mais plutôt quelque chose de bien plus cruel, peut-être une tentative délibérée de nuire à sa réputation si profondément qu'aucun autre gentleman ne songerait à la courtiser, éliminant ainsi même la concurrence périphérique sur un marché du mariage où Lord Thornhill était censé faire un brillant mariage avec quelqu'un comme Lady Beatrice Ashford. Les mots tombèrent sur Eleanor comme des coups physiques, et elle sentit quelque chose dans sa poitrine, qu'elle n'avait pas su prendre racine, soudainement se flétrir et mourir, car elle s'était autorisée ces derniers jours à se demander si peut-être la contradiction entre les paroles dures de Christopher et sa présence persistante pouvait signifier autre chose que de la cruauté, et l'explication de Thomas correspondait au fait avec une logique terrible qui faisait paraître son espoir insensé, comme l'illusion qu'il était sans aucun doute. Thomas partit 20 minutes plus tard, avec la promesse de revenir bientôt, et un dernier avertissement d'éviter toute interaction directe avec Lord Thornhill. Et Eleanor resta assise seule dans son petit salon, regardant le carrosse par la fenêtre, tandis que des larmes qu'elle refusait de verser brûlaient derrière ses yeux, et que la vérité s'installait dans ses os avec le poids de pierres.
Le 18 avril arriva avec le crépuscule du soir peignant le ciel de Londres dans des teintes d'ambre et de violet, et Eleanor se tenait à la fenêtre de sa chambre, regardant le carrosse noir qui était devenu un élément aussi permanent dans sa rue que les lampes à gaz, ses mains tremblant d'une colère qui montait depuis 2 jours, depuis que la visite de Thomas Langley avait empoisonné même le petit espoir confus qu'elle n'avait pas su qu'elle nourrissait dans les chambres secrètes de son cœur sot. Elle avait passé 6 jours à regarder ce carrosse, 6 jours de confusion, d'orgueil blessé et d'un émerveillement naissant, que peut-être sa présence signifiait autre chose que le cruel rejet que ses paroles à l'Assemblée avaient signifié. Mais l'explication de Thomas correspondait avec une logique si terrible et si complète qu'Eleanor se sentit humiliée par sa propre capacité à se leurrer, et la colère qui montait dans sa poitrine était dirigée autant contre elle-même que contre l'homme qui était assis dans ce carrosse, apparemment déterminé à ruiner le peu de réputation qu'une vieille fille banale de 29 ans pouvait posséder. La colère la propulsa en bas des escaliers avant que la prudence ou les convenances ne puissent intervenir, et elle jeta son châle de soirée sur la simple robe de jour qu'elle portait encore sans prendre la peine de se changer en quelque chose de plus approprié. Et Sarah l'appela avec alarme, alors qu'Eleanor franchissait la porte d'entrée dans la douce soirée de printemps et traversait la rue étroite, le menton levé et les mains serrées en poing sur ses côtés. La portière du carrosse était fermée, mais elle pouvait voir sa silhouette à travers la vitre, et elle frappa sur le bois poli avec plus de force qu'il n'était bienséant, et il y eut un moment d'immobilité avant que la portière ne s'ouvre et que Lord Christopher Thornhill ne la regarde d'un air qui passa rapidement de la surprise à quelque chose qui aurait pu être du soulagement, de la crainte ou les deux mêlés. Eleanor n'attendit pas qu'il parle ou qu'il l'aide à monter dans le carrosse, mais exigea simplement, d'une voix qui tremblait malgré tous ses efforts, de savoir pourquoi il la tourmentait, à quel dessein cette vigile devant sa maison pouvait bien servir, sinon à la détruire par association à un scandale de sa création. Et elle lui dit qu'elle comprenait maintenant que sa stratégie était de la ruiner si complètement qu'aucun autre homme ne la considérerait jamais, éliminant ainsi même la plus périphérique des concurrences sur un marché du mariage où il était censé faire une brillante union. Le visage de Christopher passa par une série de changements pendant qu'elle parlait, et il tendit la main comme pour l'aider à monter dans le carrosse afin qu'ils puissent parler plus en privé. Et Eleanor se surprit à accepter cette main et à grimper dans l'espace intime au parfum de cuir qui sentait son odeur à lui, santal et quelque chose de plus sombre, et la portière se referma derrière elle, les laissant seuls dans la pénombre, avec seulement la lumière déclinante du soir filtrant à travers les vitres. Il avait l'air comme si elle l'avait frappé, et sa bouche s'ouvrit et se ferma 2 fois avant qu'il ne parvienne à demander, d'une voix plus rauque que celle qu'elle lui avait entendue, si elle le croyait vraiment capable d'une cruauté si calculée, et Eleanor s'arma contre la douleur dans ses yeux, car elle avait été blessée la première, et plus publiquement, et elle ne se laisserait pas manipuler par un homme qui l'avait déjà déclaré indigne d'amour. Elle lui dit qu'elle ne savait que croire, sauf que ses paroles à l'Assemblée avaient été assez claires, et que sa présence ici détruisait le peu de paix qu'elle avait réussi à construire sur les ruines de sa dignité. Et elle exigea qu'il quitte sa rue et sa vie, et lui permette de disparaître à nouveau dans l'invisibilité qui avait été son lot avant qu'il n'ait fait d'elle le sujet de ragots et de spéculations. Christopher se pencha en avant, et pendant un instant, elle pensa qu'il pourrait prendre ses mains ou toucher son visage ou faire quelque chose qui briserait entièrement ses défenses, mais au lieu de cela, il se recula et son expression se ferma, devenant froide et distante, et il dit avec une formalité qui ressemblait à un autre rejet qu'il n'avait jamais prétendu l'aimer et qu'elle ne devait pas imaginer ce qui n'était pas là. Et Eleanor sentit ces mots atterrir comme des coups, même s'ils n'étaient que des échos de ce qu'il avait déjà dit, et elle s'enfuit du carrosse, les yeux brûlants et la gorge serrée.
consciente que des voisins regardaient par les fenêtres et qu'elle venait de rendre tout infiniment pire. Le 20 avril arriva avec une lumière d'après-midi qui portait la chaleur du printemps avançant, et Éléonore était assise dans son salon, essayant de se concentrer sur un ouvrage de broderie que ses mains tremblantes rendaient presque impossible, tandis que son esprit rejouait la scène dans le carrosse 2 jours plus tôt, la façon dont le visage de Christopher s'était fermé quand il lui avait dit de ne pas imaginer ce qui n'était pas là, des mots qui auraient dû apporter de la clarté, mais qui l'avaient laissée plus confuse, car le carrosse restait devant sa fenêtre comme une accusation silencieuse ou peut-être une promesse qu'elle était trop sotte pour interpréter correctement. Sarah annonça Lady Harriet Sinclair avec un ton qui suggérait que la femme de chambre reconnaissait un prédateur entrant dans leur modeste sanctuaire, et Eleanor se leva avec la politesse innée que des années d'invisibilité sociale lui avaient enseignée. Regardant Lady Harriet entrer dans la pièce dans une tenue d'après-midi élaborée de soie bleu paon qui coûtait probablement plus que les dépenses ménagères d'Eleanor pour 6 mois, les yeux perçants de la femme plus âgée cataloguant chaque coin, usé, et chaque rideau délavé avec la précision de quelqu'un inventoriant les preuves de moyens réduits. Eleanor offrit du thé avec des mains qui restèrent stables par pure force de volonté. Et Lady Harriet accepta avec un sourire qui ne contenait aucune chaleur, s'installant dans le meilleur fauteuil comme si elle conférait une faveur par sa présence. Et elle passa plusieurs minutes à discuter de sujets sociaux triviaux d'une manière qui tendit les nerfs d'Eleanor, car elle savait que cette visite avait un but au-delà des plaisanteries. Le regard de Lady Harriet dériva vers la fenêtre où le carrosse noir était clairement visible à sa place habituelle, et elle remarqua avec une fausse sympathie combien il devait être pénible pour Eleanor de se trouver l'objet d'une attention si particulière de la part d'un gentleman si au-dessus de sa condition, surtout quand tout le monde savait que Lord Christopher Thornhill était sous une pression considérable de sa famille pour faire un brillant mariage avec quelqu'un comme Lady Beatrice Ashford, une jeune femme d'une lignée impeccable et d'une fortune substantielle qui ferait honneur au nom des Thornhill. La tasse de thé d'Eleanor cliqueta légèrement contre sa soucoupe, et Lady Harriet continua avec la courtoisie implacable de quelqu'un livrant du poison enveloppé dans de la soie, suggérant qu'Eleanor n'avait peut-être pas considéré pourquoi un homme de la nature calculatrice de Christopher se posterait devant la maison d'une femme qu'il avait publiquement déclarée indigne de son affection, et elle proposa avec une logique dévastatrice que peut-être sa stratégie était d'associer si complètement Eleanor au scandale et à la spéculation qu'aucun autre gentleman ne songerait jamais à la courtiser, éliminant ainsi même la plus périphérique des concurrences sur un marché du mariage où chaque femme célibataire représentait une complication potentielle à son alliance prévue avec Lady Beatrice. Les mots atterrirent sur Eleanor avec la force d'une confirmation plutôt que d'une révélation, car Thomas Langley avait planté des soupçons similaires, mais les entendre prononcés à voix haute par quelqu'un du statut social de Lady Harriet leur donna un poids qui fit se contracter la poitrine d'Eleanor d'humiliation et de douleur, et elle se surprit à hocher la tête, avec une acceptation engourdie, alors que Lady Harriet peignait un tableau de cruauté délibérée déguisé en intérêt, un homme si déterminé à contrôler chaque variable de ses calculs matrimoniaux qu'il détruirait la réputation d'une vieille fille simplement pour s'assurer qu'elle reste en toute sécurité invisible et non attachée. Lady Harriet partit 30 minutes plus tard, avec des expressions d'inquiétude qui ressemblaient à une victoire, et Eleanor resta assise seule dans son salon avec du thé froid et le carrosse visible par sa fenêtre. Et elle sentit le dernier espoir fragile qu'elle avait nourri se réduire en poussière parce que l'interprétation correspondait trop parfaitement à tout ce qu'elle savait de sa propre nature quelconque et de la vaste distance entre sa situation et le monde de richesse et d'influence de Christopher. Le 23 avril arriva avec une lumière matinale qui semblait dure et impitoyable, alors qu'Eleanor se réveillait d'une autre nuit agitée pour voir le carrosse noir toujours posté devant sa fenêtre.
et sa vue la remplit non pas de confusion ou de curiosité blessée, mais d'une détermination lasse à reconquérir la dignité qui restait à une vieille fille de 29 ans, dont la réputation était systématiquement détruite par un homme qui l'avait déjà déclaré indigne de son amour. Elle se leva et s'habilla d'une simple robe de chambre brune qui semblait correspondre à son humeur, et quand Sarah apporta le thé, Eleanor informa la femme de chambre avec une assurance qui les surprit toutes les deux, qu'elle quitterait Londres pour rendre visite à la propriété de campagne de Margaret dans le Hertfordshire. Et le visage de Sarah montra du soulagement, car la jeune fille avait vu sa maîtresse devenir plus mince et plus sombre au cours des 11 derniers jours depuis l'Assemblée. Eleanor passa la matinée avec une efficacité mécanique, sortant sa modeste malle du placard et commençant à emballer la garde-robe limitée qui représentait toute sa prétention à la respectabilité, chaque robe pliée et chaque paire de chaussures soigneusement emballées étant un petit symbole de retraite d'une bataille qu'elle n'avait jamais demandé à mener. Elle s'assit à son secrétaire près de la fenêtre d'où le carrosse était visible comme une accusation sous le soleil de printemps, et elle sortit une seule feuille de papier et la fixa pendant de longues minutes avant de tremper sa plume dans l'encre avec une main qui ne tremblait que légèrement. La lettre qu'elle composa était brève et formelle, demandant avec autant de dignité qu'elle pouvait en rassembler que Lord Christopher Thornhill cesse sa vigile devant sa résidence, car sa présence continue nuisait à sa réputation et lui causait une détresse considérable, et elle la signa de son nom complet plutôt que de toute tentative de familiarité, car il n'y avait aucune relation entre eux, sauf celle qui existait dans son imagination sotte. Elle plia la lettre et la scella avec de la cire ordinaire, car sa famille n'avait pas de blason et les moyens réduits de la maison Pembroke signifiaient que de tels luxes avaient depuis longtemps été vendus pour payer les dettes de son défunt père, et elle appela Sarah et pressa la lettre dans la main de la femme de chambre, avec l'instruction de la remettre directement au gentleman dans le carrosse de l'autre côté de la rue. Eleanor se tint à la fenêtre de sa chambre et regarda Sarah traverser la rue étroite et frapper à la portière du carrosse, regarda celle-ci s'ouvrir, et le visage de Christopher apparaître, le regarda prendre la lettre avec une expression qu'elle ne pouvait pas lire de cette distance, mais qui semblait impliquer une immobilité soudaine qui saisit tout son être. Il brisa le sceau et lut le bref contenu pendant que Sarah attendait, et Eleanor vit sa tête s'incliner comme si les mots avaient un poids physique, vit sa main se crisper sur le papier, le vit lever les yeux vers sa fenêtre, bien qu'elle se reculât rapidement pour qu'il ne puisse pas la voir l'observer. Sarah revint sans message, car Eleanor n'avait pas demandé de réponse, et Eleanor se détourna de la fenêtre et reprit ses bagages, avec des mouvements qui semblaient à la fois nécessaires et totalement vides, se disant que quitter Londres était la seule voie sensée pour une femme qui s'était laissée entraîner dans le jeu ou la cruauté, quel qu'il soit, que jouait Christopher Thornhill. Le 23 avril arriva avec les ombres du soir qui apportèrent la lumière des bougies au salon où Eleanor se tenait à côté de sa malle maintenant faite, épuisée par une journée passée à préparer sa fuite, et croyant que la lettre qu'elle avait envoyée mettrait enfin fin à l'étrange tourment qui avait consumé 11 jours de sa vie. Et elle s'était changée en une simple robe de soirée gris colombe, car même dans la retraite, elle maintenait les habitudes de bienséance, qui étaient tout ce qu'une vieille fille aux moyens modestes possédait en guise d'armure contre un monde qui l'avait longtemps rejetée comme étant quelconque. Sarah était dans la cuisine, aidant Madame Davis à préparer un souper froid lorsque l'on frappa à la porte, un coup ferme et décidé qui fit sursauter le cœur d'Eleanor, car les visiteurs à cette heure étaient rares dans une maisonnée aussi obscure que la sienne. Et lorsque Sarah apparut quelques instants plus tard, avec un visage qui montrait à la fois de l'alarme et quelque chose qui aurait pu être de la satisfaction, Eleanor sut avant même que la femme de chambre ne parle que Christopher Thornhill se tenait dans son modeste vestibule pour demander une audience. Chaque instant disait à Eleanor de refuser, car elle n'avait plus rien à dire à un homme qui s'était joué de sa dignité, mais un courant plus profond sous son épuisement et sa douleur
portait un besoin désespéré de comprendre, et elle s'entendit accorder la permission d'une voix qui semblait plus assurée que le tremblement de ses mains, alors que Sarah le faisait entrer dans le salon où la lumière des bougies révélait le contraste saisissant entre son monde et le sien. Christopher entra, portant encore des vêtements de jour qui montraient des signes de désordre inhabituels pour un homme de sa condition, son foulard légèrement desserré et ses cheveux sombres montrant les marques de doigts passées dedans avec agitation, et ses yeux, lorsqu'ils rencontrèrent les siens, portaient une sauvagerie qui le faisait paraître presque hanté, en rien semblable au conte froid et calculateur que Lady Harriet avait décrit, ni même à l'homme sur ses gardes qu'il avait rejeté à l'Assemblée. Il se tenait juste à l'intérieur de la porte, comme incertain de son accueil dans cet espace où il n'était jamais entré malgré les 11 jours passés à l'extérieur, et son regard parcourut le mobilier modeste et les rideaux délavés pour finalement se poser sur la malle faite à côté d'Eleanor, avec une expression qui approchait quelque chose comme la panique. Elle resta debout près de la fenêtre, les mains jointes devant elle dans une posture qui lui donnait de la dignité, sinon de la confiance. Et elle attendit qu'il parle, car elle avait déjà dit tout ce que sa lettre contenait, et elle ne mendierait pas d'explication à un homme qui ne lui devait rien. Christopher fit 2 pas de plus dans la pièce, et les mots qui sortirent furent plus rauques que ses tons cultivés habituels, demandant avec une urgence qui semblait le faire souffrir si elle avait vraiment l'intention de quitter Londres, et quand Eleanor confirma qu'elle partait pour le domaine de sa sœur dans le Hertfordshire le lendemain matin, son visage montra une telle détresse brute que, pendant un instant, elle oublia de se prémunir contre l'espoir. Il demanda, d'une voix qui avait perdu tout son vernis aristocratique, pourquoi elle partait, et Eleanor sentit la colère monter à travers son épuisement, car la question semblait volontairement aveugle aux dommages que sa présence avait causés. Et elle répondit avec plus de chaleur qu'elle ne l'avait prévu qu'une femme, dont la réputation avait été détruite par l'attention inexplicable d'un gentleman bien au-dessus de sa condition, n'avait guère d'autre choix que de se retirer d'une situation qui ne lui apportait que confusion et douleur. Le 23 avril se poursuivit dans le salon, où la lueur des bougies vacillait sur des murs qui semblaient se refermer sur eux avec une intimité qu'Eleanor n'aurait jamais imaginée possible dans cet espace qui avait été témoin de tant de soirées solitaires, et la détresse brute de Christopher face à ses paroles sur la réputation et la confusion sembla briser quelque chose en lui, car il traversa la distance restante entre eux en 3 longues enjambées, et s'arrêta juste au-delà de la distance convenable, les poings serrés sur ses côtés, comme pour se retenir de la toucher. Il commença à parler, les mots sortant en un flot comme si un barrage s'était rompu, lui disant qu'il comprenait sa colère et sa confusion, car il avait causé les 2 par sa propre lâcheté à l'Assemblée 11 jours plus tôt, et Eleanor sentit son souffle se couper, car c'était la première reconnaissance qu'il faisait que le rejet cruel avait bien eu lieu et avait de l'importance. Christopher se détourna vers la fenêtre, où la pluie avait recommencé à tomber en un doux clapotis qui faisait écho à la nuit de l'Assemblée, et son profil montrait la tension de sa mâchoire, alors qu'il expliquait qu'il avait été poussé par Lady Harriet St. Clair, sa mère, et la moitié des dames de la haute société de Londres à rejeter publiquement tout intérêt pour Eleanor Pembroke, car un homme de sa condition ne pouvait être vu favorisant une femme de sa situation, de son âge et de son manque de brillance sociale. Les mots étaient brutaux dans leur honnêteté, et Eleanor les sentit comme de petites coupures, même si elle reconnaissait qu'il n'endossait pas ses jugements, mais les rapportait, et quand il continua, sa voix était descendue à un ton plus rauque qui révélait une douleur sincère sous l'explication. Il lui dit qu'il avait été observé cette nuit-là, testé par Lady Harriet, qui avait remarqué son attention se portant sur Eleanor tout au long de la soirée et qui avait fabriqué le moment en demandant assez fort pour que d'autres entendent si Lord Thornhill trouvait la vieille fille Pembroke digne d'intérêt. Et il avait paniqué et prononcé le mensonge qu'il ne pourrait jamais aimer quelqu'un d'aussi quelconque,
car admettre la vérité aurait soumis Eleanor à un examen et à des ragots encore pires que ceux qu'elle avait déjà endurés. Eleanor s'affaissa dans le fauteuil le plus proche, car ses jambes ne pouvaient plus la soutenir, et elle leva les yeux vers Christopher, la confusion luttant contre un besoin désespéré de croire, alors qu'elle demandait pourquoi il avait posté son carrosse devant sa maison pendant 11 jours s'il avait vraiment l'intention de la protéger des ragots. Il se retourna pour lui faire face, et, à la lueur des bougies, ses yeux contenaient une sauvagerie qui le rendait à la fois vulnérable et féroce, alors qu'il traversait la pièce pour s'asseoir en face d'elle, maintenant une distance physique mais se penchant en avant, avec une intensité qui ressemblait à un contact. Christopher dit, d'une voix qui tremblait légèrement, qu'il avait eu l'intention de rester à l'écart après l'assemblée, qu'il avait ordonné à son cocher de le ramener chez lui, mais qu'il s'était trouvé incapable de quitter sa rue parce que le mensonge qu'il avait prononcé ne cessait de résonner dans son esprit, avec une telle force qu'il ne pouvait le supporter. Et quand elle demanda de quel mensonge il parlait, il la regarda droit dans les yeux et dit les mots qui allaient tout changer entre eux. « J'ai dit que je ne pourrais jamais vous aimer, Eleanor, » lui dit-il, utilisant son prénom pour la toute première fois et l'investissant d'une telle tendresse qu'elle sentit des larmes chaudes monter derrière ses yeux. « J'ai dit que je ne pourrais jamais vous aimer, » répéta-t-il, « et je n'ai jamais dit un mensonge plus accablant, car la vérité est que j'avais déjà commencé à tomber amoureux de vous des semaines avant cette assemblée, et chaque instant depuis n'a fait qu'approfondir ce que je ressens, malgré mes tentatives de le nier et de nous protéger tous les deux des conséquences. » Le 24 avril arriva avec une lumière matinale qui semblait plus douce que les jours précédents, ou peut-être était-ce la perception d'Eleanor, qui avait changé après une nuit passée sans sommeil, non pas de chagrin, mais à rejouer les paroles de Christopher dans le salon, où il avait avoué que son rejet cruel avait été un mensonge, et qu'il avait déjà commencé à tomber amoureux d'elle des semaines avant de l'assemblée, et elle se leva de son lit avec une incertitude tremblante quant à ce que cette confession signifiait pour son avenir, car des années d'invisibilité lui avaient appris à se méfier des moments qui semblaient trop beaux pour être vrais. Elle se dirigea vers la fenêtre, portant encore sa chemise de nuit, avec un châle autour des épaules contre le froid matinal, et quand elle regarda en bas dans la rue, son cœur se serra, car le carrosse noir avec le blason des Thornhill était toujours posté à sa place désormais familière. Mais là où il avait semblé être un tourment ou une surveillance, ce matin il paraissait différent, comme si le même objet avait été transformé par le contexte en quelque chose qui parlait de vigile plutôt que de cruauté, de dévotion plutôt que de jeu. Eleanor resta à regarder le carrosse pendant de longues minutes, pendant que Sarah apportait de l'eau de toilette et l'aidait à s'habiller d'une simple robe de chambre bleu pâle, et elle nota avec une certaine surprise que ses mains étaient instables, malgré le tumulte de ses pensées, et quand elle descendit au petit salon, elle trouva sa malle toujours faite à côté de la porte, comme un reproche à l'espoir qui commençait, contre toute raison, à prendre racine dans sa poitrine. À peine s'était-elle installée avec son thé que Margaret arriva dans un tourbillon de mousseline jaune et d'inquiétude sincère, venue directement après le petit déjeuner, car elle était restée éveillée à s'inquiéter du départ prévu d'Eleanor pour le Hertfordshire, et les yeux de Margaret se portèrent immédiatement sur la malle faite, puis sur le visage d'Eleanor avec un regard scrutateur qui ne manqua rien du changement qu'une seule soirée avait opéré. Eleanor se surprit à tout raconter à sa sœur d'une voix qui resta calme même si l'histoire elle-même semblait impossible, décrivant les 11 jours du carrosse posté, la lettre qu'elle avait envoyée, l'arrivée de Christopher la veille au soir et surtout la confession qu'il avait faite sur le rejet étant un mensonge prononcé sous la pression, tandis que ses vrais sentiments allaient dans une direction entièrement opposée. Et Margaret écouta avec une expression qui passa de l'inquiétude à quelque chose qui ressemblait presque à de la satisfaction. Quand Eleanor eut terminé, Margaret tendit la main par-dessus la petite table pour prendre la sienne et dit quelque chose qui changea la compréhension d'Eleanor de toute son histoire avec Christopher Thornhill,
révélant que Margaret avait assisté aux mêmes assemblées et rassemblements tout au long de la saison et avait remarqué des semaines auparavant comment l'attention de Christopher semblait suivre Eleanor. Même quand il ne l'approchait pas, comment son regard la trouvait à travers les pièces bondées et s'attardait avec une intensité que Margaret avait reconnue comme de l'intérêt, même si Eleanor elle-même était restée inconsciente dans la certitude de sa propre insignifiance. Margaret parla avec une douce conviction de la façon dont elle avait trouvé étrange que Christopher fasse sa cruelle déclaration publique, car elle contredisait tout ce que son comportement avait suggéré dans les semaines précédentes, et maintenant, entendant le récit de sa confession par Eleanor, Margaret dit que tout cela prenait un sens terrible, comme l'action d'un homme pris entre un sentiment sincère et les attentes sociales, qui avait mal choisi sur le moment, mais dont le cœur avait refusé d'accepter ce choix. Eleanor sentit des larmes monter en écoutant sa sœur recadrer chaque interaction qu'elle avait rejetée comme une coïncidence ou de l'imagination, et elle commença timidement à reconsidérer les brefs moments où elle avait surpris Christopher la regardant lors de rassemblements, les fois où leurs chemins s'étaient croisés de manière qu'elle avait attribuée au hasard, et se demanda avec un espoir douloureux si elle avait été vue depuis le début par la seule personne dont elle n'avait jamais osé chercher l'attention. Le 25 avril arriva avec une lumière solaire d'après-midi qui transforma le modeste salon d'Eleanor en quelque chose de plus chaleureux qu'elle ne se souvenait l'avoir jamais été, et lorsque Sarah annonça Lord Thornhill avec une formalité qui dissimulait à peine son excitation, Eleanor se leva de son siège avec des mains qui tremblaient malgré ses efforts de composure, car ce serait la première fois que Christopher lui rendrait visite avec une intention convenable plutôt qu'une confession désespérée, et la différence semblait monumentale de manière qu'elle apprenait encore à comprendre. Il entra portant des roses sauvages cueillies en un simple bouquet, sans l'artifice d'un arrangement de serre, et le geste la frappa comme si parfaitement réfléchi qu'elle sentit les larmes la menacer, car ce n'étaient pas les fleurs tape à l'œil qu'un homme apporte pour impressionner la société, mais plutôt les fleurs sans prétention que l'on offre à quelqu'un dont on a réellement observé et apprécié la vraie nature. Christopher était vêtu d'une tenue de visite formelle d'après-midi en super fine bleu foncé et culotte de buffle qui soulignait à la fois sa condition et le soin qu'il avait pris pour cette visite, et Eleanor devint soudainement consciente de sa propre apparence dans sa meilleure robe d'après-midi en mousseline rose tendre, qui était encore modeste et démodée, mais représentait le plus beau vêtement qu'elle possédait. Et elle vit dans ses yeux, lorsqu'ils rencontrèrent les siens, qu'il la trouvait belle d'une manière qui n'avait rien à voir avec les mesures de la société, et tout à voir avec une vision qui allait plus loin que la surface. Il traversa la pièce, les roses tendues, et lorsqu'elle les prit, leurs doigts se frôlèrent dans un contact qui ne dura que quelques secondes, mais semblait porter le poids de tous les jours où son carrosse était resté en vigile à l'extérieur, et il demanda avec une formalité qui contenait à peine une émotion plus profonde si elle accepterait ces pauvres offrandes comme gage de son estime et de sa considération. Eleanor trouva un simple vase en verre qui avait appartenu à sa mère et arrangea les roses avec des mains qui s'étaient maintenant stabilisées, maintenant qu'il était réellement présent plutôt qu'anticipé. Et elle était consciente que Christopher observait ses mouvements avec une attention qui rendait les actions ordinaires significatives. Et lorsqu'elle plaça le vase sur la petite table près de la fenêtre où la lumière de l'après-midi toucherait les pétales, il dit qu'elles étaient parfaites là, d'une voix qui suggérait qu'il voulait dire quelque chose au-delà des fleurs et des vases. Ils s'assirent dans les fauteuils qui les avaient tenus 2 soirs auparavant lors de sa confession. Mais la qualité de l'espace entre eux avait changé, passant de la révélation désespérée au début hésitant. Et Christopher se pencha en avant, les mains jointes lâchement entre ses genoux, alors qu'il demandait si elle avait réfléchi à ce qu'il lui avait dit sur ses sentiments et si elle serait disposée à lui accorder l'honneur de la courtiser convenablement malgré le début difficile qu'ils avaient enduré.
Eleanor regarda cet homme qui l'avait blessé par un rejet public, puis avait refusé de quitter sa rue, qui avait avoué mensonge et vérité à parts égales. Et elle reconnut que sa réponse déterminerait non seulement l'arc d'une cour, mais toute la forme de son avenir, si elle choisirait la sécurité des attentes basses ou la terrifiante vulnérabilité de l'espoir. Elle lui dit, d'une voix qui ne tremblait que légèrement, qu'elle accepterait de le laisser la courtiser, mais qu'il devait comprendre qu'elle aurait besoin de temps pour apprendre à faire confiance à ce que ses actions montraient quand ses paroles antérieures avaient coupé si profondément. Et elle regarda le soulagement et la détermination traverser ses traits, alors qu'il promettait qu'il gagnerait sa confiance par tous les moyens disponibles, aussi longtemps que cela serait nécessaire. Christopher admit alors que la vigile en carrosse avait été tout ce qu'il pouvait se permettre quand il n'avait pas le droit de l'approcher directement, que s'asseoir devant sa maison avait semblé être le seul moyen de rester connecté à elle pendant qu'il luttait avec le devoir et le désir et essayait de trouver le courage de défier les attentes qui avaient motivé sa cruelle déclaration publique, et l'entendre nommer sa lâcheté et sa lutte le rendait en quelque sorte plus réel et donc plus digne de confiance qu'un charme facile ne l'aurait fait. Le 28 avril arriva avec la chaleur de la fin du printemps, commençant à s'affirmer sur les matinées fraîches de Londres, et les 3 jours depuis que Christopher avait commencé à courtiser formellement, Eleanor avait transformé son existence de manières à la fois exaltantes et terrifiantes, alors qu'elle découvrait ce que signifiait être véritablement vue par une autre personne qui l'appréciait pour des qualités qu'elle avait cessé de croire avoir de la valeur. La première promenade qu'ils firent ensemble à travers Hyde Park pendant l'heure à la mode de l'après-midi représenta les débuts d'Eleanor en tant que femme courtisée plutôt qu'en tant que vieille fille s'effaçant dans l'insignifiance, et elle portait une nouvelle robe de promenade en mousseline vert tendre que Margaret avait insisté pour lui acheter malgré ses protestations concernant la dépense, et bien que la robe fût modeste selon les normes de la société, elle lui allait correctement et flattait sa silhouette mince d'une manière que ses anciens vêtements n'avaient jamais fait. Et elle sentit la fierté de Christopher alors qu'il lui offrait son bras et la guidait le long des sentiers où les foules à la mode paradent leurs relations et leurs alliances. Eleanor était parfaitement consciente des regards et des chuchotements qui suivaient leur progression, de l'expression choquée de Lady Harriet Sinclair lorsque leurs chemins se croisèrent près de la Serpentine, de la façon dont les conversations semblaient s'arrêter puis reprendre avec une intensité accrue après leur passage. Mais Christopher semblait entièrement indifférent aux commentaires sociaux que leur association générait et lui parlait plutôt de son domaine dans le Derbyshire, avec un enthousiasme qui révélait son lien profond avec la terre et les gens qui y vivaient, décrivant les familles de tenanciers et les améliorations qu'il espérait mettre en œuvre et lui demandant son avis sur les programmes d'éducation pour les enfants du village, d'une manière qui suggérait qu'il appréciait sincèrement ses pensées, plutôt que de simplement accomplir des rituels de cour. Lors de leur deuxième sortie, il lui apporta un volume de poésie de Wordsworth avec plusieurs passages marqués, où il pensait qu'elle pourrait trouver une résonance particulière, et ils passèrent un après-midi dans son petit salon à discuter de la relation entre la nature et l'émotion humaine, pendant que Sarah servait le thé et essayait sans succès de cacher sa joie de voir sa maîtresse engagée dans un discours intellectuel avec un gentleman qui écoutait autant qu'il parlait, et Eleanor découvrit que Christopher avait beaucoup lu et réfléchi profondément à des sujets bien au-delà de la gestion de domaine et de l'obligation sociale, et qu'il semblait prendre un plaisir sincère à l'échange d'idées avec elle, d'une manière qui la faisait se sentir intellectuellement valorisée pour peut-être la première fois depuis la mort de son père 5 ans plus tôt. Christopher lui prêta 3 autres livres au cours des jours suivants, y compris un volume sur l'innovation agricole et un roman d'un auteur qu'elle n'avait jamais rencontré. Et chaque sélection semblait soigneusement choisie pour à la fois l'intéresser et révéler quelque chose de ses propres préoccupations et passions, construisant entre eux une connexion qui existait en couche au-delà de l'attraction superficielle que la société considérait comme le seul fondement légitime de la cour. Pourtant,
Alors même qu'Eleanor s'épanouissait sous cette attention sans précédent, la réaction sociale s'intensifiait en proportion de leur proximité croissante, et elle commença à remarquer comment Lady Harriet Sinclair semblait être partout où ils allaient en public, observant avec une expression de mécontentement calculateur qui suggérait une opposition active plutôt qu'une simple désapprobation, et Margaret rapporta que des rumeurs circulaient selon lesquelles Eleanor aurait d'une manière ou d'une autre piégé ou trompé Christopher pour obtenir une attention qu'il regretterait sûrement une fois revenu à la raison, et que la famille de Lady Beatrice Ashford était apparemment furieuse de la défection de Christopher, de ce qu'ils avaient considéré comme un accord presque conclu. Et Thomas Langley passa un après-midi pour avertir Eleanor, de sa manière bourrue mais bienveillante, qu'elle agitait des forces puissantes qui pourraient nuire à sa réputation de manière irréparable si l'intérêt de Christopher s'avérait temporaire ou si sa famille réussissait à le pousser à revenir à des arrangements plus convenables. Le 2 mai arriva avec les ombres du soir s'étirant sur le salon d'Eleanor, alors que Sarah annonçait un visiteur avec une formalité inhabituelle qui portait une note d'avertissement, et lorsque la comtesse douairière de Thornhill entra dans l'espace modeste, Eleanor comprit immédiatement que ce n'était pas une visite de courtoisie sociale, mais plutôt une attaque calculée conçue pour rompre le lien qui s'était tissé entre elle et Christopher au cours de la dernière semaine de cour prudente, et elle se leva de son fauteuil avec des mains qui voulaient trembler, mais qu'elle força à la stabilité, car elle n'accorderait pas à cette femme redoutable la satisfaction de la voir se recroqueviller devant la richesse et le titre qui n'avaient rien à voir avec la valeur réelle. La douairière était vêtue d'une soie noire élaborée garnie de fils d'argent qui captaient la lumière des bougies et semblait conçue pour souligner à la fois son statut de deuil et sa supériorité, et son évaluation du salon d'Eleanor fut rapide et complète, prenant en compte le mobilier modeste, les rideaux délavés et le simple service à thé avec une expression qui communiquait le dédain plus efficacement que les mots n'auraient pu le faire. Et Eleanor sentit les insuffisances de sa maison comme elle ne les avait pas senties, même lors de la visite précédente de Lady Harriet, car cette femme détenait un pouvoir direct sur l'avenir de Christopher, et donc sur l'espoir fragile qu'Eleanor avait essayé si soigneusement de protéger de son propre pessimisme et du jugement de la société. La douairière accepta le thé avec l'air de quelqu'un accomplissant un devoir désagréable et ne perdit pas de temps, en courtoisie préliminaire avant d'expliquer, d'une voix qui mêlait préoccupation maternelle et commandement aristocratique, que Christopher avait des responsabilités envers son nom et sa position qui primait sur les inclinations personnelles, que la lignée des Thornhill avait maintenu sa prééminence grâce à des alliances prudentes et des mariages stratégiques depuis 8 générations, et qu'Eleanor devait sûrement comprendre que son origine et sa situation la rendaient entièrement inappropriée comme partenaire pour un homme du rang de Christopher, quelle que soit la fascination temporaire qu'il pouvait actuellement imaginer ressentir. Eleanor écouta, sa tasse de thé en équilibre dans des mains devenues froides, malgré la porcelaine chaude, car entendre les sentiments de Christopher rejetés comme une fascination temporaire frappait chaque doute qu'elle avait nourri sous sa volonté prudente d'accepter sa cour. Et la douairière continua avec l'implacabilité de quelqu'un qui croyait absolument à la justesse de sa position, expliquant que Lady Beatrice Ashford représentait exactement le type d'alliance dont la famille avait besoin, que sa dot substantielle et sa lignée impeccable renforceraient les possessions et l'influence des Thornhill de manières importantes pour les générations futures, et que l'acceptation par Eleanor de l'attention de Christopher, alors qu'elle devait savoir qu'elle était inappropriée, était donc un acte d'égoïsme qui donnait la priorité à ses propres désirs sur son bien-être et son devoir. Les mots atterrirent avec précision sur chaque point vulnérable du cœur d'Eleanor, car elle avait passé 29 ans à se faire dire de 1000 manières subtiles et explicites qu'elle était insuffisante. Et maintenant, cette femme qui commandait un pouvoir social auquel Eleanor ne pourrait jamais espérer accéder,
confirmait que l'intérêt de Christopher ne pouvait pas durer face au poids de l'obligation et des attentes familiales, et la douairière porta son coup final avec une douceur dévastatrice en suggérant que Christopher pouvait croire qu'il tenait à elle maintenant, mais que le devoir l'emportait toujours à la fin chez les hommes d'honneur, et qu'Eleanor serait plus aimable de le libérer avant que sa loyauté mal avisée envers une déclaration irréfléchie ne cause des dommages permanents à sa position et à son avenir. Lorsque la douairière partit après cette brève et brutale visite, Eleanor resta immobile dans son fauteuil et remarqua avec une observation détachée que les roses sauvages que Christopher avait apportées une semaine plus tôt avaient commencé à se faner dans leur simple vase, leurs pétales brunissantes sur les bords d'une manière qui semblait symboliquement appropriée, et elle reconnut que, malgré les déclarations passionnées et la présence constante de Christopher, elle n'avait jamais vraiment cru mériter le bonheur qu'il offrait, et que la douairière avait simplement exprimé les doutes qu'Eleanor avait portés en silence à chaque moment de leur cours, la certitude qu'il finirait par reconnaître son erreur et retournerait dans le monde auquel il appartenait légitimement, tandis qu'elle reprendrait son invisibilité attendue. Le 4 mai arriva avec une lumière d'après-midi projetant une douce chaleur sur le petit jardin arrière d'Eleanor, où les fleurs de printemps avaient commencé leur floraison sérieuse au mépris des circonstances modestes qui limitaient tout le reste de sa maisonnée. Et elle avait demandé à Christopher de la rencontrer ici plutôt que dans le salon, car elle avait besoin de l'illusion d'espace et d'air pour ce qu'elle avait l'intention de dire. Et quand il arriva avec cette expression d'attention concernée qui était devenue familière au fil de leurs jours de cours, elle sentit sa résolution vaciller, même si elle se forçait à prononcer les mots qu'elle avait répétés depuis la visite dévastatrice de la douairière 2 soirs auparavant. Elle lui dit, les mains jointes fermement devant elle, qu'il devrait cesser de se voir, qu'elle avait été égoïste et sotte d'accepter sa cour, alors qu'elle comprenait parfaitement que sa position exigeait un autre type d'épouse que celle qu'elle pourrait jamais être, et qu'elle le libérait de tout sentiment d'obligation ou d'affection temporaire, qui l'avait lié à des déclarations qu'il viendrait sûrement à regretter une fois que la fascination initiale se serait estompée et que le devoir aurait repris ses droits. Et elle prononça ce discours en fixant les campanules qui fleurissaient près du mur du jardin parce qu'elle ne pouvait supporter de voir du soulagement, ou pire encore, de la pitié sur son visage, lorsqu'elle lui donnerait l'échappatoire que sa famille souhaitait si désespérément qu'il prenne. Christopher resta silencieux pendant un long moment, qui s'étira insupportablement entre eux avant de s'approcher et de dire, d'une voix qui portait une dureté qu'elle ne lui avait jamais entendue, qu'il n'accepterait pas son retrait, ne le libérait de rien, car il s'était engagé dans cette cour en pleine conscience de ses choix et de leurs conséquences, et que si elle souhaitait mettre fin aux choses entre eux, elle devrait fournir une raison qui n'avait rien à voir avec les opinions de sa mère, les attentes de la société ou sa propre croyance erronée qu'elle lui rendait service en disparaissant à nouveau dans l'invisibilité qu'elle occupait avant qu'il n'ait été assez sot pour prononcer des mensonges cruels lors d'une assemblée 22 jours plus tôt. Eleanor le regarda enfin et ne vit pas de soulagement, mais quelque chose de très proche de la colère dans son expression, une passion qui semblait à peine contenue alors qu'il continuait à parler et lui disait que sa valeur n'avait absolument rien à voir avec les mesures que la société appliquait pour juger les femmes comme si elles étaient des chevaux à une vente aux enchères. Qu'il avait passé les dernières semaines à découvrir un esprit, une âme et une bonté essentielle qui faisaient que chaque débutante éligible qu'on l'avait poussée à courtiser semblait être une performance creuse de féminité sans substance, et qu'elle n'était pas insuffisante, mais que le monde était trop limité dans sa vision pour reconnaître ce qui comptait réellement dans une âme humaine. Il se tenait très proche maintenant dans le petit jardin, avec le parfum des fleurs et de la terre qui se réchauffait autour d'eux, plus proche que la bienséance ne le permettait strictement, et Eleanor pouvait voir les fines lignes près de ses yeux, la couleur exacte de gris dans son regard
et la tension dans sa mâchoire qui suggérait qu'il se retenait d'un geste qui planait juste au-delà de l'exécution, et elle sentit quelque chose bouger à l'intérieur de sa poitrine, comme de la glace commençant à se fissurer après un long hiver. Christopher leva la main comme pour toucher son visage, puis s'arrêta, et sa voix baissa alors qu'il disait qu'il comprenait qu'elle avait peur parce qu'il lui avait donné toutes les raisons de douter de sa constance avec sa cruauté initiale, mais qu'il lui demandait de croire qu'il connaissait son propre cœur et son propre esprit, et que ni sa mère, ni la société, ni le devoir lui-même ne changeraient ce qu'il avait choisi, et le mot « choisi » portait un poids qui semblait englober plus que la cour ou le mariage, mais plutôt une décision fondamentale sur le type d'homme qu'il avait l'intention d'être et le type de vie qui avait un sens digne d'être poursuivi. Le 6 mai arriva avec le genre de pâle lumière matinale qui avait la qualité hésitante du printemps, pas encore installée dans la certitude, et Eleanor avait passé la nuit dans un état entre la veille et le rêve, où les paroles de Christopher dans le jardin se répétaient sans fin contre le contre-argument que ses doutes fournissaient avec une efficacité implacable, et lorsque Sarah annonça à une heure bien trop matinale pour une visite convenable que Lord Thornhill demandait sa présence avec une urgence qui semblait outrepasser toute considération de bienséance sociale, Eleanor sentit quelque chose bouger dans sa poitrine qui aurait pu être de l'alarme ou de l'anticipation, ou peut-être les deux émotions enchevêtrées au point d'être inséparables. Elle s'habilla à la hâte avec l'aide efficace de Sarah et descendit pour trouver Christopher qui attendait dans son petit vestibule, l'air de ne pas avoir dormi non plus, et il y avait une détermination dans son expression qui lui fit comprendre sans qu'un mot ne soit prononcé que quelque chose d'important allait se produire. Un franchissement de seuil qui, une fois traversé, ne pourrait être inversé. Et quand il lui demanda de l'accompagner quelque part, qu'il ne pouvait pas encore expliquer, mais qui exigeait sa confiance, elle se surprit à accepter malgré toutes les objections raisonnables que son esprit pratique tentait de soulever contre l'inconvenance et l'étrangeté de la demande. Le carrosse qui était devenu un élément si familier devant sa maison les transporta maintenant à travers les rues de Londres qui commençaient à peine à s'éveiller au commerce matinal, et Christopher resta silencieux pendant le trajet, avec une tension qui suggérait qu'il répétait des mots ou se préparait à une révélation, et Eleanor s'assit en face de lui, dans l'espace intime qui sentait le cuir et son parfum particulier de santal, et quelque chose d'indéfinissablement lui, et essaya de ne pas laisser l'espoir ou la peur submerger le fragile calme qu'elle avait réussi à construire. Ils arrivèrent à une petite église nichée entre de plus grands bâtiments, dans un quartier qui avait une dignité tranquille sans grandeur, et Christopher l'aida à descendre du carrosse avec un contact qui s'attarda peut-être un instant de plus que strictement nécessaire avant de la guider à travers la lourde porte en bois, dans un espace où la lumière du matin filtrait à travers les vitraux pour peindre le sol en pierre usée de couleurs qui semblaient porter leur propre douce bénédiction. Et le silence à l'intérieur semblait sacré d'une manière qui n'avait rien à voir avec l'observance religieuse et tout à voir avec le poids des vies humaines, des choix et des moments qui définissaient le genre de personne que nous devenions. Christopher la conduisit au mur latéral où des plaques commémoratives honoraient des générations de défunts de la famille Thornhill, et il s'arrêta devant une inscription particulière qui honorait son père, avec les dates de sa vie rendues en simple bronze, et Eleanor lut les mots gravés sous le nom qui parlait d'un homme qui avait choisi l'amour plutôt que les attentes, et n'avait jamais regretté la décision qui lui avait coûté l'approbation de sa famille, et elle comprit avec une clarté soudaine que Christopher lui montrait non seulement le mémorial de son père, mais plutôt l'héritage qui comptait plus que le titre, la richesse ou la position sociale. La voix de Christopher, lorsqu'il parla enfin, portait une rudesse qui suggérait une émotion à peine contenue, alors qu'il expliquait que son père avait épousé la fille d'un vicaire contre la volonté de tous ceux qui prétendaient avoir autorité sur son avenir, que la douairière n'avait jamais pardonné à son mari ce choix, même si le mariage avait été,
de la vie de tous, profondément heureux jusqu'à la mort de son père 6 ans plus tôt, et que Christopher avait passé ses années depuis à essayer d'être le fils que sa mère exigeait, tout en suffoquant lentement sous le poids d'un devoir qui semblait exiger le sacrifice de tout ce qui rendait la vie digne d'être vécue. Puis il se tourna pour faire face pleinement à Eleanor dans la lumière colorée, tombant à travers les vitraux, et dit avec une certitude absolue qu'il était le fils de son père après tout, et qu'il la choisissait en pleine conscience du coup, sans illusion sur la bataille à venir, et avec une volonté totale de payer le prix que son choix exigerait. Le 6 mai se poursuivit dans l'après-midi, alors que le carrosse les ramenait à travers les rues de Londres, qui semblaient en quelque sorte modifiées par ce qui s'était passé dans l'église, comme si la ville elle-même avait été témoin de la déclaration de Christopher et s'était réarrangée en conséquence autour de la forme de cette nouvelle réalité qu'ils construisaient ensemble. Et lorsqu'ils arrivèrent à la modeste maison de ville d'Eleanor, elle ressentit une étrange désorientation en voyant la façade de briques familières et la simple porte à travers des yeux, qui avaient changé leur compréhension de l'avenir qui pouvait se trouver au-delà des limites étroites qu'elle avait acceptées comme les frontières immuables de son existence. Christopher l'aida à descendre du carrosse avec un contact qui semblait transmettre à la fois une question et une promesse, et au lieu de partir comme la bienséance l'aurait dicté après une excursion aussi prolongée et non chaperonnée, il la suivit jusqu'à la porte, et lorsque Sarah l'ouvrit avec une expression de curiosité et d'inquiétude mêlée, il demanda d'une voix qui portait un poids formel s'il pouvait parler à Miss Pembroke sur une affaire d'une certaine importance. Et Eleanor sentit son cœur accélérer à un rythme qui semblait trop rapide pour que son corps puisse le contenir, car elle comprit avec une clarté soudaine quel genre de conversation il avait l'intention d'engager. Ils se rendirent au salon où toute cette séquence improbable avait pris tant de tournants, le même espace où il était entré pour la première fois chez elle 13 jours plus tôt, l'air débraillé et désespéré après avoir reçu sa lettre, et la lumière de l'après-midi tombant à travers la fenêtre illuminait les meubles usés, et les rideaux délavés avec une douceur qui faisait paraître même les circonstances modestes touchées par la grâce. Et Christopher ferma la porte malgré l'inconvenance tandis que Sarah et Madame Davis planaient dans le couloir avec une attention qui suggérait qu'elles comprenaient parfaitement ce qui se passait et n'avaient aucune intention d'être loin si leur maîtresse avait besoin de témoins de joie plutôt que de protection contre l'inconvenance. Christopher se tint devant elle au centre de la petite pièce et dit avec une formalité qui semblait presque cérémonielle qu'il n'avait pas de père à qui demander et qu'elle n'avait pas de tuteur masculin pour accorder la permission, et que par conséquent, il s'adressait directement à elle comme la seule personne dont le consentement importait réellement dans une décision qui façonnerait le reste de sa vie. Puis, il s'agenouilla sur son tapis usé avec une grâce qui rendit le geste ni maladroit ni théâtral, mais plutôt exactement juste, et Eleanor sentit des larmes commencer à brouiller sa vision, alors qu'il fouillait dans son manteau et produisait une bague qui capta la lumière de l'après-midi en un petit feu vert. La bague n'était ni grande ni à la mode. Une simple émeraude entourée de perles de culture dans une monture qui parlait d'une époque antérieure, où l'ostentation importait moins que la beauté tranquille d'une élégance sobre, et Christopher expliqua en la tenant que la bague avait appartenu à la mère de son père, plutôt qu'à la lignée familiale de la douairière, qu'elle avait été donnée à une femme qui s'était mariée par amour plutôt que par position et l'avait portée pendant 40 ans d'un mariage profondément heureux, et qu'il ne pouvait penser à aucun symbole plus approprié pour ce qu'il souhaitait offrir à Eleanor, si elle consentait à accepter à la fois la bague et l'homme qui l'accompagnait. La voix de Christopher se raffermit alors qu'il commença à parler non pas de dévotion générale, mais de qualités spécifiques, lui disant qu'il aimait la façon dont son esprit s'engageait avec les idées dans les livres dont ils avaient discuté. L'inclinaison particulière de sa tête lorsqu'elle considérait un argument. La dignité tranquille avec laquelle elle se mouvait dans un monde qui n'avait pas réussi à reconnaître sa valeur,
La gentillesse qu'elle montrait à Sarah et à Madame Davies, qui parlaient de caractère plutôt que de performance, le courage qu'il avait fallu pour le confronter à son carrosse dans le crépuscule du soir 18 jours plus tôt, et la bonté essentielle qui faisait d'elle la seule femme qu'il ait jamais rencontrée, qu'il souhaitait connaître plus profondément chaque jour qui passait plutôt que moins, et Eleanor se retrouva à pleurer pour de bon, maintenant qu'il lui demandait avec une sincérité totale si elle consentirait à devenir sa femme, et lui permettrait de passer le reste de sa vie à prouver qu'il était digne du cadeau que son acceptation représenterait. Et elle réussit à travers ses larmes à prononcer le seul mot « oui » qui semblait insuffisant pour transmettre la transformation qui se produisait dans sa poitrine, où l'espoir, la joie et l'incrédulité s'en mêlaient en quelque chose qui ressemblait dangereusement à un bonheur complet. Le 20 mai arriva avec la chaleur de la fin du printemps, pleinement installée dans la ville, et avec elle l'après-midi du mariage d'Eleanor et Christopher dans la même petite église où il lui avait montré le mémorial de son père et prononcé les mots qui avaient finalement brisé les murs qu'elle avait construits autour de la possibilité d'être aimée. Et Eleanor se tenait dans sa modeste chambre pendant que Sarah l'aidait à enfiler une robe de mariée en soie crème que Margaret avait insisté pour faire confectionner malgré les protestations d'Eleanor sur l'extravagance, et la robe n'était ni grande ni à la mode selon les normes actuelles, mais possédait plutôt une simplicité intemporelle qui convenait à la silhouette d'Eleanor et la faisait ressembler non pas à quelqu'un essayant d'être autre qu'elle n'était, mais plutôt à la version la plus vraie d'elle-même, rendue visible par un tissu qui bougeait comme de l'eau et captait la lumière de l'après-midi avec un éclat tranquille. La bague d'émeraude que Christopher avait passée à son doigt 14 jours plus tôt reposait maintenant sur sa main droite, comme Sarah l'avait expliqué être la coutume jusqu'à la cérémonie où elle serait rejointe par l'alliance, et Eleanor se surprit à la tourner distraitement comme elle l'avait fait d'innombrables fois depuis qu'elle l'avait acceptée, encore parfois frappée par l'irréalité de la transformation complète de sa vie. En l'espace de 38 jours depuis cette terrible soirée à l'Assemblée, où elle s'était crue publiquement écartée même de la périphérie de toute possibilité romantique, et pourtant la voilà se préparant à devenir comtesse. Et, plus importante encore, se préparant à devenir l'épouse de Christopher, avec toute l'intimité et le partenariat que ce mot impliquait. Margaret arriva dans un bruissement de soie rose pour annoncer que le carrosse était prêt et que Christopher était déjà à l'église, l'air aussi nerveux qu'elle n'avait jamais vu un homme, ce que Margaret annonça avec un plaisir si évident qu'Eleanor se mit à rire malgré l'anxiété qui battait dans sa propre poitrine, et l'expression de Margaret s'adoucit, alors qu'elle prenait les mains d'Eleanor et disait avec une sincérité absolue que leur père aurait été fier au-delà de toute mesure de voir Eleanor épouser non seulement bien selon les termes de la société, mais vraiment bien selon la seule mesure qui comptait. Et Eleanor sentit les larmes la menacer avant que Sarah n'annonce sévèrement qu'il n'y aurait pas de larmes avant la fin de la cérémonie, à moins qu'Eleanor ne souhaite arriver à l'église avec les yeux rougis et le teint marbré. La petite église contenait peut-être 40 invités, ce qui était tout ce qu'Eleanor ou Christopher avaient souhaité malgré les protestations de la douairière sur ce qui était dû au nom de la famille, et alors qu'Eleanor descendait la courte allée au bras de Thomas Langley, puisqu'il avait été l'ami le plus proche de son père, et l'avait soutenu même en la mettant en garde contre l'espoir, elle vit Christopher se tourner pour la regarder approcher avec une expression qui contenait une joie et un émerveillement si non dissimulés qu'elle comprit avec une certitude absolue que quelles que soient les batailles à venir avec la société, la famille ou les simples difficultés de deux vies s'unissant en une existence partagée, ils les affronteraient ensemble, avec la force qui vient du fait d'être véritablement vus, appréciés et choisis. Et lorsqu'elle atteignit l'autel et que Christopher prit sa main dans la sienne, avec une poignée qui tremblait légèrement, elle sentit les derniers vestiges de la femme invisible qu'elle avait cru être se dissoudre complètement dans la réalité de qui elle était réellement, et avait toujours été,
quelqu'un digne d'amour non pas malgré sa banalité, son âge ou ses modestes circonstances, mais plutôt digne simplement parce qu'elle existait en tant qu'elle-même, avec toutes ses qualités particulières que Christopher avait cataloguées si spécifiquement lors de sa demande en mariage. Et alors que le vicaire commençait la cérémonie, Eleanor croisa les yeux de Christopher et y vit refléter la même profonde gratitude qu'elle ressentait, celle qu'ils aient tous deux trouvé le courage de défier les voix qui leur disaient que le devoir, la bienséance ou les attentes sociales importaient plus que la chose rare et précieuse qu'ils avaient découverte l'un en l'autre pendant ces jours étranges où son carrosse s'était posté devant sa maison comme une déclaration silencieuse que ces mots n'avaient pas encore appris à prononcer. Le petit déjeuner de noces, tenu dans la maison de ville considérablement plus grande de Margaret, se déroula avec une chaleur qui n'avait rien à voir avec le nombre d'invités ou l'élaboration des arrangements, mais qui émanait plutôt de la joie sincère, qui semblait avoir contaminé même ceux qui avaient initialement désapprouvé l'union. Et Eleanor se retrouva assise à côté de Christopher à une table chargée de nourriture, qu'elle pouvait à peine goûter à travers le sentiment persistant d'irréalité qui accompagnait la connaissance qu'elle était désormais légalement et spirituellement liée à l'homme dont le carrosse avait hanté sa rue pendant ces étranges jours d'avril, où elle n'avait pas encore compris que parfois l'amour s'annonce par la présence plutôt que par les mots. Lady Harriet St. Clair avait décliné l'invitation avec une note laconique qui ne trompait personne sur son mécontentement, mais Thomas Langley se leva pour porter un toast qui surprit Eleanor par sa sincérité émotionnelle, alors qu'il parlait d'avoir vu Eleanor naviguer des années d'invisibilité sociale avec une dignité qui l'avait impressionnée, même lorsqu'il avait douté de la sagesse d'encourager ses espoirs à l'égard de Christopher, et il dit maintenant, sa voix portant à travers les invités rassemblés, qu'il n'avait jamais été plus heureux de s'être trompé sur l'issue probable d'une situation de toute sa vie, et Eleanor sentit la main de Christopher trouver la sienne sous la table et la serrer doucement en reconnaissance de l'importance de l'approbation de Thomas, étant donné son lien avec son père. La comtesse douairière avait assisté au mariage avec une formalité rigide qui suggérait qu'elle accomplissait un devoir plutôt qu'elle ne célébrait une joie, mais pendant le petit déjeuner, Eleanor la remarqua en conversation avec Margaret et vit quelque chose dans l'expression de la femme plus âgée s'adoucir légèrement, Margaret employant sans aucun doute son charme considérable pour défendre sa sœur. Et bien qu'Eleanor ne se fit aucune illusion sur le fait qu'elle et sa nouvelle belle-mère développeraient rapidement de la chaleur, elle s'autorisa à espérer que le temps et le bonheur évident de Christopher pourraient éventuellement éroder le pire de la résistance de la douairière à une union qu'elle n'avait ni choisie ni approuvée. Sarah et Madame Davis avaient eu des places à l'une des tables en reconnaissance de leurs années de service loyal et de leur rôle dans le soutien d'Eleanor. Pendant la période difficile où le carrosse de Christopher avait été à la fois tourment et mystère, et Eleanor croisa le regard de Sarah de l'autre côté de la pièce et reçut en retour un sourire d'une satisfaction si pure qu'elle comprit que sa femme de chambre considérait ce dénouement comme une victoire personnelle dans laquelle elle avait joué un rôle non négligeable par ses encouragements constants et son refus de laisser Eleanor sombrer dans un désespoir complet pendant ces jours confus. Alors que l'après-midi s'allongeait vers le soir et que les invités commençaient à partir avec des vœux de bonheur et de santé, Christopher se pencha près d'Eleanor et murmura que le carrosse était prêt à les emmener dans son domaine, à la campagne où ils passeraient le mois suivant loin de Londres et de toutes ces dynamiques sociales compliquées. Et Eleanor sentit un frémissement de nervosité à l'idée de ce que la nuit à venir apporterait, mêlé à un sentiment plus profond de justesse qu'elle s'embarquait dans cette nouvelle phase de l'existence avec un homme qui s'était montré prêt à défier les attentes et à endurer l'inconfort pour la revendiquer comme son épouse. Ils quittèrent la maison de Margaret près du coucher du soleil, du riz tombant autour d'eux comme des bénédictions, et montèrent dans le familier carrosse noir avec le blason des Thornhill qui était devenu un élément si permanent devant la modeste maison d'Eleanor,
et alors que le véhicule s'éloignait de la célébration et prenait la route qui les mènerait hors de la ville, Christopher rassembla Eleanor contre lui d'une manière qui aurait été scandaleuse quelques semaines auparavant, mais qui était maintenant parfaitement convenable étant donné leur statut changé. Et elle posa sa tête contre son épaule et sentit le rythme régulier de sa respiration, et pensa à la façon dont 38 jours pouvaient contenir assez de transformations pour remodeler une vie entière. De la spinsterhood résignée à l'amour conjugal, et alors que Londres s'éloignait derrière eux et que la campagne printanière s'ouvrait devant eux dans le crépuscule naissant, Eleanor ferma les yeux et s'autorisa à simplement ressentir la profonde gratitude et la joie prudente d'une femme à qui l'on avait dit qu'elle ne serait jamais choisie, mais qui s'était retrouvée non seulement choisie, mais chérie par un homme dont les premiers mots avaient été des mensonges, mais dont la vigile silencieuse en carrosse avait dit une vérité que sa voix n'avait pas encore appris à exprimer.